Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse, pour une nouvelle année. Et je crois qu'il n'y a même pas besoin de vous souhaiter bonne année parce que rien que cette semaine a connu des événements assez inouïs, assez inédits et invraisemblables. Schalke 04, Sheffield United qui ne mettait pas un pied devant l'autre, qui ne gagnait pas un seul match cette saison, qui finissent par gagner un match le même jour. C'était ce samedi dernier. LFC Barcelone qui marque 3 buts sur ses 3 premiers tirs cadrés, alors qu'avant, d'ordinaire, il leur fallait 10, 12 tirs cadrés pour pouvoir marquer un but. C'était des faits assez inédits et qui présagent évidemment d'une très bonne année. Et un peu plus tôt, en début d'année, on a assisté à la qualification de Teungueth FC dans les phases de groupe de la Ligue des Champions africaine. Si tout ça ne présage pas d'une année extraordinaire, magnifique, alors je vous promets qu'à la fin de l'année, le 31 décembre, je me mets à poil et je fais le tour du Sénégal. Et non, plus sérieusement, on souhaite une très bonne année à tout le monde et surtout bonne santé à tout le monde, santé économique, santé financière et santé sur le plan pathologique aussi. Et on va juste exhorter une certaine communauté, un certain pays d'arrêter vraiment de manger n'importe quoi parce que là ils nous ont mis dans une vraie merde. Allez, on arrête avec les souhaits, les vœux de début d'année et on plonge directement dans notre sujet du jour, c'est-à-dire on va parler du FC Barcelone qui commence l'année par le bon pied. Il y a eu 3 matchs en une semaine, 3 victoires. Le bilan est juste reluisant. Alors il y a eu des hauts et des bas cette saison. On a connu des périodes, on va dire, fast. On a connu aussi des périodes très compliquées cette saison. Où en est le projet avec Ronald Koeman? Qu'est-ce qui réussit bien? Qu'est-ce qui réussit pas? Qu'est-ce qui m'énerve particulièrement sur le management et sur le coaching de Ronald Koeman, où on va, comment voir les perspectives. C'est ce qu'on va essayer évidemment de voir dans cette vidéo. Alors premièrement, on va essayer d'instruire le dossier de Ronald Koeman à décharge tout de suite parce que je pense qu'il y a eu énormément d'instabilité au club. Rajouter à cela la crise économique, la crise sanitaire, le Covid, etc. Il n'y a pas eu de pré-saison, du coup il n'y a pas eu une préparation optimale, il y a eu énormément de blessés et des blessés qui sont des joueurs majeurs dans l'équipe. Je pense notamment à Piqué, je pense notamment à Ansu Fati qui réussissait en début de saison fracassant. On a une équipe qui a été particulièrement irréaliste dans les deux surfaces, c'est-à-dire que cette saison, le nombre d'occasions qu'on a manqué, c'était véritablement invraisemblable. Et pour une équipe en manque de certitude, en manque de repères, manquer ces occasions-là dans des moments très charnière du match, évidemment que ça impacte sur la finalité des rencontres parce que très souvent, tu as l'opportunité de marquer très tôt un but face à des défenses très regroupées. Tu ne le fais pas, derrière, plus le temps avance, plus le temps joue contre toi et plus l'adversaire il se recroqueville et plus il a des opportunités lui aussi de marquer des buts. Irréalisme défensif, on a encaissé énormément de buts très idiots, très stupides. On peut penser à l'anglais qui fait des erreurs défensives très idiotes, très bêtes, vraiment. On peut penser à Araujo qui parfois perd un peu les boules aussi. Il est jeune, on va peut-être le lui pardonner. On peut passer à Mingueza. Lui aussi, le même principe, la jeunesse. Et même dernièrement, on a vu Léo Messi se mettre dans la danse et participer à la fête et offrir un but à l'adversaire. Donc, dans chaque match, il y a au moins un but de donner à l'adversaire, c'est le quota actuellement. Et on commence à avoir un peu l'habitude. Et si on peut aussi déceler
des prouesses de la part de Ronald Koeman, c'est l'évolution, notamment l'évolution, la progression d'Ousmane Dembélé qui est absolument fantastique cette saison dans sa capacité à comprendre le jeu, à interpréter le jeu, à comprendre l'espace, à s'associer, à jouer dans les petits périmètres, à prendre les bonnes décisions, à faire les choses, donner des passes dans le bon tempo, partir en profondeur dans le bon timing. Il est tout simplement fondamental à ce Barcelone-là. Et ça, on va le mettre évidemment au crédit de Ronald Koeman et on va espérer juste que Dembélé ne se blesse pas. On a notre petit joyau, notre petit diamant, Pedri, là aussi, c'est à mettre au crédit de Koeman parce que c'est lui qui lui fait confiance et qui lui fait jouer. Alors oui, Pedri, il doit rien à personne, quoi. Parce que quand il joue, il est bon, il est extraordinaire et il amène quelque chose qu'aucun joueur d'autre ne rapporte à cette équipe et du coup forcément tu es obligé de le mettre, mais c'est un joyau, il a énormément de personnalité, il a une affinité avec le ballon qui est juste remarquable, une affinité, connexion technique avec Léo Messi qui est extraordinaire. Y a qu'à voir ces deux dernières passes décisives pour Léo Messi face à Valladolid et face à Eibar, je crois. Il ne le regarde même pas, il est dos au but, il sent des choses que personne ne sent, il voit des choses que personne ne voit et il les réalise avec la perfection. Non mais sincèrement, il est épatant, il est époustouflant, tout simplement. Il donne de la continuité au jeu du FC Barcelone, il donne du sens aux tactiques de jeu du FC Barcelone. Et actuellement, sincèrement, il régale et le mec, il a simplement 18 ans, quoi. 18 ans, moi j'ai l'impression quand il joue qu'il a 35 ans. C'est d'une maturité technique, maturité tactique, mais vraiment exceptionnelle. Après, sans transition, si on veut instruire un peu le dossier Coman à charge et lui imputer notamment certains problèmes et certains choix techniques et tactiques qui sont largement discutables et équivoques. On va parler aussi peut-être de manque de qualité technique, notamment en milieu de première partie de saison où on a connu énormément de défaites. Le jeu manquait de vitesse, ça manquait de promptitude, ça manquait de cohérence et de pertinence. Le pressing n'était pas assez intense, c'était pas coordonné, c'était souvent à contre-temps. On se faisait des équipes lambda arrivaient à contrecarrer notre pressing et du coup on devenait très vulnérable et très attaquable dans les sorties de balles. On se faisait presser par n'importe quelle équipe et on avait du mal à sortir les ballons contre n'importe quelle équipe. Et on voit sur les derniers matchs quand même quelques améliorations sur le plan des sorties de balles, notamment sur les derniers matchs, mais il y a eu aussi des choix très hasardeux, des changements parfois très tardifs et des changements inadéquats et pas forcément idoines et pas forcément utile à l'équipe. Moi je me souviens dernièrement, on joue je sais plus face à qui et on doit aller jouer pour gagner le match. Et sur les dernières minutes, il te fait rentrer Busquets, alors qu'il y a des joueurs qui peuvent évoluer entre les lignes et qui peuvent apporter un supplément technique à l'équipe et lui permettre de générer plusieurs occasions de but sur le banc. Non, mais il a préféré Busquets. Il y a eu aussi les changements face à Valence, je crois, où il fait rentrer l'anglais alors que le match il est à 2-2, tu as besoin de marquer un but. Tu fais rentrer un défenseur, c'était incompréhensible quand tu fais rentrer un petit pour passer dans une défense à 5 alors que tu joues une équipe bas de tableau. C'était assez inexplicable. Finalement, le boycott de Récupus, personne ne le comprend parce que Récupus, quand même, à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il a l'occasion de toucher le ballon, bah, tout de suite on se dit que le petit il a quelque chose, que le petit il peut apporter quelque chose. Parfois ça t'arrive de regarder les matchs avec d'autres personnes, d'autres gens qui ne regardent pas le match.
qui supportent pas le FC Barcelone et qui disent mais comment vous pouvez jouer sans Riqui Puig? Comment aujourd'hui Riqui Puig, il est même pas remplaçant assidu dans cette équipe? Ça veut dire un peu que c'est assez incompréhensible parce que le petit, quand il joue lui aussi, il a cette affinité technique avec tous les joueurs et notamment avec Messi. C'est un petit joyau lui aussi qui est d'une dextérité et c'est vraiment un joueur très soyeux et on comprend vraiment pas pourquoi il joue pas. La restriction de l'effectif, Coman, il a un socle de base, il joue avec tout le temps presque, on a le même socle qui joue les 11 de départ et toujours les 3 joueurs qui régulièrement entrent en jeu et du coup ça lui fait un socle, une base de 15 jours sur laquelle il travaille et on est dans une saison à caractère particulier, exceptionnel. On peut avoir des blessures, on peut avoir des méformes. Aujourd'hui, par exemple, on joue en 4-3-3 avec 2 joueurs entre les lignes, Pedri et De Jong. Imaginez, Pedri et De Jong, ils se pètent ou ils sont en méforme ou ils sont suspendus. Qui va les remplacer parce que là tu comptes pas clairement sur Equipus et Alenia il va vraisemblablement partir en prêt du côté de Getafe. Donc la restriction de l'effectif aussi c'est un problème. Maintenant si on arrive aux perspectives, je crois que Koeman il a enfin trouvé son système de jeu préférentiel, il a enfin trouvé l'animation tactique qui va avec parce qu'au début on s'était beaucoup plaint de son 4-2-3-1 avec ce double pivot à Busquets, De Jong qui n'était absolument pas complémentaire et on a vu que le problème c'était pas tant l'association mais la cohabitation surtout dans la même zone, c'est-à-dire qu'on avait vu que Busquets et De Jong dans la même zone, dans le même mètre carré c'était improductif et ça pouvait pas prospérer et on a vu sur les derniers matchs il les associe ce qui veut dire que les deux on peut bel et bien les associer et tirer le meilleur d'eux et Busquets en fait les rôles sont très bien définis, il n'y a pas de rôle obscur. Busquets il descend très souvent entre les centraux pour créer un peu de l'amplitude, étirer un peu le pressing adverse et du coup créer de l'espace dans l'axe pour favoriser la progression axiale. Il le fait superment bien. De Jong aussi, il est multifonctionnel, multitâche dans cet aspect, à parfois jouer double pivot, à parfois venir faire office de sentinelle, toujours dans cet objectif de venir offrir une ligne de passe, une solution de passe et il est d'une activité mais phénoménale ces derniers temps. Il a vraiment mis le smoking, le costume cravate, celui qu'on lui connaissait un peu à l'Ajax, parfum de l'X, etc. Avec sa conduite de balle, sa verticalité, balle au pied, il va aller casser des lignes avec le ballon et sans le ballon aussi, sa capacité à se projeter, à aller apparaître un peu dans des zones essentielles va créer cet effet de surprise. On a un Griezmann qui est ressuscité, qui redevient le Griezmann champion du monde, le Griezmann qu'on connaissait un peu à l'Atlético, le Griezmann qui est moins inhibé, le Griezmann qui se lâche, qui va aller attaquer avec virulence la profondeur, qui va venir s'intercaler entre le défenseur et le latéral, qui va libérer de l'espace pour Alba et aussi pour Messi. Dernièrement, il est vraiment extraordinaire et on voit nettement que le problème c'était pas forcément un problème de positionnement, c'était pas forcément un problème d'ego, un problème de rivalité avec Messi, mais c'était un problème de rôle, c'était un problème d'utilisation et on voit très bien que quand il est bien utilisé, que quand les rôles et quand les fonctions, quand son utilisation est fait, quand il est utilisé dans un écosystème favorable un peu à son éclosion, c'est tout de suite mieux et c'est tout de suite productif et assez fructueux pour l'équipe. On voit Messi beaucoup plus fringant, beaucoup plus tranchant et beaucoup plus lucide surtout dans le dernier geste parce que en début de saison il frappait beaucoup, il tentait beaucoup, il était vraiment il faisait énormément de tirs mais il ne réussissait pas,
il manquait un peu de réussite, il manquait aussi de précision. Et là, on a Messi qui retrouve vraiment sa précision et qui retrouve surtout le sourire. Et ça, c'est très important. Non, mais le 4-3-3, pour moi, c'est la tactique sur laquelle il faudra capitaliser, il faudra travailler parce que ça offre plusieurs variantes. Et on a vu que ce n'était pas une tactique qui est fusée et que les positions n'étaient pas rigides. On a vu beaucoup de permutations, beaucoup d'interchangeabilité des postes. Même Dembélé, on le voit, il n'est pas tout le temps collé à la ligne. Il revient tout le temps dans les intervalles, dans les demi-espaces. Il décroche, il prend la profondeur pour offrir toujours des lignes de passe, des solutions de passe. On a vu un côté droit moins isolé et un jeu moins déséquilibré parce qu'en début de saison, on voyait un côté gauche avec Alba, Messi, Pedri, De Jong et même quand Coutinho jouait, même quand Fati jouait, c'était vraiment le jeu pensé vraiment d'une façon assez poussée et assez exacerbée sur le côté gauche et du coup le côté droit était un peu déséquilibré, isolé, improductif et stérile. Maintenant, quand on voit un peu les associations que Ronald Koeman a trouvées, c'est-à-dire Dembélé et Dest qui se servent mutuellement parce que les dédoublements, les dépassements de fonction de Dest permettent à Dembélé d'avoir de l'espace et de pouvoir l'entrer vers l'intérieur et frapper. Et aussi la présence de Dembélé permet à Dest d'avoir quelqu'un avec qui combiner, avec qui s'associer. Et on voit aussi très souvent De Jong qui joue maintenant sur ce côté-là, apporter le surnombre sur ce côté-là. Donc on a un parfait équilibre maintenant. Quand on voit le dernier match, on a marqué 4 buts et les 2 buts émanés du côté gauche, les 2 autres 2 buts émanés du côté droit. Et on va juste espérer le retour d'Ansu Fati pour donner beaucoup d'allant et beaucoup plus de force, de nuisance, excusez-moi, de percussion et de dribble et générer beaucoup plus de danger. Mais voilà, on va pas être non plus très dithyrambique vis-à-vis de l'équipe, parce que c'est une équipe très irrégulière. On va pas non plus faire la fine bouche, parce que ce qu'on a vu sur ces 3 derniers matchs est absolument convaincant, parce qu'on a vu pire vraiment face à des équipes pire aussi. Allez, c'était tout pour ce débrief et pour ce petit bilan de mi-saison du FC Barcelone. Ça n'a pas été très structuré, mais voilà, vous avez compris un peu le fil de notre réflexion et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, merci d'aimer, merci de liker et merci de vous abonner.